225 900 000 $, c'est ce que le Pentagone avait prévu l'an dernier pour sa guerre autonome. L'an prochain, la Maison-Blanche en réclame 54 600 millions. Personne n'a voté ce chiffre, il est passé par une porte de service un 29 juin. Épisode Pentagone, le budget de la guerre autonome. Chapitre 1, le mémo du 29 juin. Un directeur unique, une ligne budgétaire et un bon que personne n'a voté comme un programme. Le 29 juin 2026, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth signe un mémo de 2 pages qui ne fait la une d'aucun grand journal ce jour-là. Il y crée un poste au nom imprononçable, le directeur de portefeuille à rapport direct pour les systèmes offensifs et défensifs sans pilote, DRPM-UXS pour les intimes du Pentagone, selon Defense One. Sous cette étiquette administrative, 2 structures qui existaient séparément jusque-là fusionnent, la Force opérationnelle interarmée 401 et le groupe de guerre autonome de défense, ce dernier plus connu sous son sigle DAWG. Le nouveau directeur répond directement au secrétaire adjoint à la défense. Il pilote désormais tous les efforts sur les drones et les systèmes anti-drones dans l'air, sur terre, en mer. Avant ce mémo, le groupe de guerre autonome de défense restait une ligne discrète du budget, connue des spécialistes de l'acquisition militaire, mais absente des grands titres, un organisme qu'Aviation Week qualifie lui-même de peu connu avant cette semaine-là. Regardez le chiffre qui accompagne cette fusion, parce que c'est lui qui transforme un simple organigramme en objet de podcast. Le groupe de guerre autonome de défense disposait de 225 900 000 $ dans le budget 2026, selon les documents relayés par Inside Defense et Aviation Week. Pour l'exercice 2027, la demande de la Maison-Blanche grimpe à 54 600 millions de $. L'écart, une fois posé à la calculette, donne une hausse d'environ 24 000% en un seul exercice budgétaire, soit un chiffre multiplié par plus de 240. Mettons ce montant à côté d'un repère que tout le monde comprend. Il dépasse à lui seul la demande de budget complète du corps des Marines, un peu moins de 53 milliards, et il représente environ 3,6% de l'ensemble du budget de la défense américaine, fixé à 1500 milliards pour la même année, selon Defense One. Le général à la retraite David Petraeus, qui a dirigé le renseignement américain sous l'administration Obama, a qualifié cet engagement de plus important jamais consenti d'un coup en faveur de la guerre autonome. Comparez ce montant à l'ensemble des crédits de recherche et développement pour les drones et l'autonomie. Jusqu'ici, il restait dispersé entre des dizaines de petites lignes budgétaires, une par armée, chacune trop modeste pour attirer un regard extérieur. En les regroupant sous un seul directeur et un seul chiffre géant, le Pentagone fait exactement l'inverse. Il concentre en une poignée de pages ce qui, hier encore, se noyait dans des centaines de lignes distinctes. Cette concentration a un effet pratique immédiat sur la chaîne d'achat. Un seul bureau signe désormais les contrats qui, l'an dernier encore, exigeaient l'aval croisé de plusieurs états-majors, ce qui raccourcit les délais de commande, mais réduit d'autant le nombre de regards qui croisent chaque décision avant qu'elle ne devienne définitive. Mais la vraie question que pose ce mémo du 29 juin n'est pas de savoir si la somme est grosse, elle l'est manifestement. La question est de savoir comment un chiffre pareil arrive sur la table sans qu'aucun débat public ne l'ait précédé. Chapitre 2, le cas pour la vitesse. Des drones ukrainiens à la doctrine chinoise, l'argument qui rend ce rythme défendable. Avant de juger la procédure, il faut entendre l'argument de fond, celui que défend une bonne partie de l'état-major américain. Le champ de bataille ukrainien a changé de nature sous les yeux de tout le monde. Les drones, à quelques centaines de dollars, y détruisent des blindés qui coûtent des millions. Et cette bascule s'est jouée en quelques mois, pas en quelques décennies. Un état-major qui observe ce rapport de coût ne peut plus se permettre le rythme habituel des programmes d'armement, celui où un système met 15 ou 20 ans à passer du prototype au déploiement, avec une audition publique et un rapport intermédiaire à quasiment chaque étape du chemin. Le mémo de Hegseth le dit sans détour, les systèmes sans pilote et autonomes sont une priorité stratégique, essentielle au maintien d'un avantage militaire décisif, selon Defense One. Prenez la scène telle qu'elle s'est jouée sur le front ukrainien, documentée par des dizaines de correspondants de guerre depuis 2022, un opérateur assis loin des lignes, un écran, un joystick et un blindé qui vaut le prix d'une maison de plusieurs générations qui s'immobilise en quelques secondes. Ce spectacle a convaincu une génération entière d'officiers que la puissance de feu ne se mesure plus au tonnage d'acier engagé, mais à la vitesse à laquelle une armée peut renouveler sa flotte de petits objets volants jetables. Ajoutez à cela la doctrine chinoise, qui investit massivement dans les essaims de drones et les munitions rôdeuses depuis plusieurs années, et l'argument devient presque mécanique, celui qui n'accélère pas maintenant se retrouve avec la doctrine d'hier face à l'arsenal de demain. Sous cet angle, fusionner 2 structures qui se chevauchaient, la Force opérationnelle 401 et le groupe de guerre autonome, sous un commandement unique, n'est pas une manœuvre pour éviter un regard extérieur, c'est simplement mettre fin à une redondance qui ralentissait les décisions d'achat. Un directeur unique peut trancher en semaine, là où 2 chaînes de commandement parallèles mettaient des mois à s'accorder. Pour un officier de terrain qui attend un remplaçant à son drone détruit la semaine d'avant,
Cette économie de temps n'a rien d'abstrait, elle se compte en missions manquées ou honorées. Et l'histoire militaire américaine connaît déjà des précédents où la vitesse a payé. Le programme de missiles Polaris dans les années 50 a été construit hors des circuits classiques d'acquisition, précisément parce que la marine jugeait la menace soviétique trop pressante pour attendre le tour normal des commissions. L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, aujourd'hui connue sous le sigle DARPA, est née du même réflexe en 1958, quelques mois après le lancement soviétique du satellite Spoutnik, quand Washington a jugé que sa bureaucratie normale d'acquisition ne pouvait plus suivre le rythme d'une rivalité technologique existentielle. Cet argument mérite d'être pris au sérieux, pas balayé d'un revers de main au nom du seul scandale budgétaire. Le problème n'est donc pas que le Pentagone veuille aller vite, mais la porte par laquelle ce chiffre est effectivement passé pour aller aussi vite. Chapitre 3. La porte de service budgétaire. Comment un chiffre pareil évite les commissions qui, normalement, l'examineraient ligne par ligne. Un programme d'armement de cette taille suit d'ordinaire un chemin balisé, précis, presque rituel. Il passe devant les commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre qui l'examinent poste par poste, l'autorisent, parfois le réduisent, parfois l'assortissent de conditions, puis il repasse devant les commissions des crédits qui votent l'argent lui-même, séparément de l'autorisation, un vote distinct qui peut réduire, geler ou même annuler ce que l'autorisation avait pourtant permis. Ce sont deux filtres, deux occasions pour des élus de poser des questions publiques et d'obtenir des réponses avant que le premier dollar ne soit dépensé. Le financement du groupe de guerre autonome de défense n'a pas suivi ce chemin. Selon Aviation Week, les 54 milliards 600 millions sont inscrits comme des crédits de recherche, développement, essais et évaluation, mais ils transitent par le véhicule de réconciliation budgétaire, une procédure normalement réservée à des ajustements fiscaux et non à des programmes d'armement entiers, qui permet de contourner l'examen complet en commission et le processus d'autorisation habituel. Ce véhicule existe pour une raison précise, accélérer des mesures purement budgétaires en Sénat avec un débat limité et une majorité simple, sans recourir à la procédure d'obstruction qui bloque d'ordinaire les textes ordinaires. Il n'a jamais été pensé pour faire naître, en une seule ligne, un programme d'armement d'une ampleur inédite, avec ses propres fournisseurs à choisir et ses propres critères de performance encore à écrire. Ce n'est pas la première fois que l'administration utilise ce raccourci en 2026. Le programme de défense antimissile Golden Dome est déjà passé par le même véhicule selon Aviation Week, ce qui transforme un choix isolé en méthode répétée. Deux présidents de commission des forces armées, le sénateur Roger Wicker et le représentant Mike Rogers, ont publiquement fait savoir leur malaise face à cette manière de faire, sans pour autant bloquer le financement. Ce sont pourtant deux élus de la majorité présidentielle, pas des opposants venus contester la dépense elle-même, ce qui donne à leur réserve un poids particulier. Ils ne critiquent pas l'objectif, ils critiquent la route empruntée pour l'atteindre. Leur inquiétude porte aussi sur un autre point, la directive 3009 du ministère de la Défense, celle qui encadre depuis des années l'usage de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes, n'a manifestement pas été pensée pour un changement d'échelle pareil, selon Aviation Week. Une directive écrite pour un budget de 200 millions ne s'applique pas de la même manière à un budget de 54 milliards. Voilà le mécanisme exact, ni complot ni erreur administrative, une procédure prévue pour un autre usage, employée ici pour faire passer un programme d'armement entier sans le débat qui l'accompagne normalement. Le résultat pratique se mesure en une phrase, un texte qui aurait dû occuper des mois d'audition publique a franchi le même circuit qu'un ajustement de barème fiscal, sous la même horloge et avec le même nombre de voix requises. Et ce mécanisme-là, l'histoire américaine l'a déjà vu à l'œuvre, sur un projet autrement plus lourd de conséquences. Chapitre 4. Le miroir du projet Manhattan. Un budget caché dans des lois de crédit et un sénateur qu'on persuade de ne pas creuser. Remontons à 1945, parce que l'histoire américaine a déjà connu un budget militaire qui échappe presque entièrement au regard du Congrès. Le projet Manhattan a coûté environ 2 milliards de dollars de l'époque, une somme qui équivaudrait aujourd'hui à quelque part entre 20 et 40 milliards selon la méthode de conversion retenue, selon le National Constitution Center. Cet argent n'a pas été voté comme un programme nommé, il a été glissé, ligne après ligne, à l'intérieur de lois de crédit plus larges consacrées à l'effort de guerre, sans que la plupart des parlementaires
parlementaires sachent ce qu'ils finançaient réellement. Le tour de passe-passe comptable tenait dans les intitulés eux-mêmes, des crédits votés sous des noms aussi anodins que la construction de casernes ou l'entretien du génie militaire, pendant qu'ils finançaient en réalité les usines d'enrichissement d'uranium d'Oak Ridge, dans le Tennessee, et le site de production de plutonium de Hanford, dans l'État de Washington, selon les archives du département de l'énergie américain. Plus révélateur encore, un sénateur du Missouri présidait alors une commission chargée précisément de traquer le gaspillage dans les dépenses militaires, un certain Harry Truman. Ce sénateur avait repéré une ligne budgétaire opaque et voulait enquêter dessus, comme il le faisait pour toutes les dépenses suspectes qui passaient sous son nez. Stimson l'a convaincu de renoncer, au nom du secret de guerre, selon les travaux de l'historien des sciences Alex Wellerstein, spécialiste du projet Manhattan au Stevens Institute of Technology. Le général Leslie Groves, qui dirigeait le projet sur le terrain, imposait à chaque scientifique et chaque ouvrier un principe strict, connaître uniquement ce qui concernait sa propre tâche, jamais l'ensemble, si bien que la plupart des plus de 120 000 personnes employées sur le projet, selon le Centre national pour la Constitution, ignoraient elles-mêmes ce qu'elles construisaient. Ce sénateur quitte le Sénat en janvier 1945 pour devenir vice-président, avant de devenir président à la mort de Roosevelt, le 12 avril de la même année, et c'est 13 jours plus tard, le 25 avril, qu'on lui révèle enfin, en tant que président et non plus en tant que sénateur, ce que contenait vraiment cette ligne budgétaire qu'il avait dû abandonner, selon le site History. Le reste du Congrès attend encore un peu plus de 3 semaines, jusqu'au 17 mai, avant que Stimson ne briefe en personne les 7 seuls dirigeants parlementaires jugés dignes de le savoir, Truman lui-même n'y figurant plus, puisqu'il avait déjà appris la vérité depuis la Maison-Blanche 3 semaines auparavant. Ce parallèle a ses limites, personne ne prétend que le groupe de guerre autonome de défense cache une arme aussi radicale que la bombe atomique, et le secret entourant Manhattan répondait à un impératif de guerre mondiale que rien, aujourd'hui, ne reproduit à l'identique. Mais le mécanisme institutionnel, lui, se reconnaît trait pour trait, un budget massif, justifié par l'urgence, qui échappe au contrôle normal du Congrès parce qu'on juge le débat public trop lent ou trop risqué pour la sécurité nationale. Il aura fallu moins d'1 an après la fin de la guerre pour que le Congrès referme la parenthèse, en votant, le 1er août 1946, une loi qui a créé la Commission de l'énergie atomique, un organe entièrement civil chargé de reprendre la main sur ce que les militaires avaient bâti seuls, selon le département de l'énergie américain. Le contrôle démocratique n'est pas venu avant la dépense, il est venu après, en réparation. Quand la nouvelle de la bombe atomique est enfin devenue publique, en août 1945, une partie des élus qui avaient voté sans le savoir les crédits de guerre ont découvert dans la presse ce qu'ils avaient réellement financé pendant 2 ans, un choc institutionnel qui a directement nourri la volonté du Congrès de reprendre la main l'année suivante. Chapitre 5. La grille de lecture. Ce qui distingue une accélération légitime d'un chèque en blanc et qui vérifiera dans 5 ans. Pour un législateur qui doit se positionner cette année, la question utile n'est donc pas d'être pour ou contre la guerre autonome en général, c'est un débat trop large pour trancher quoi que ce soit de concret. La question utile est plus étroite. Existe-t-il encore, quelque part dans le circuit, un moment où quelqu'un d'extérieur au Pentagone examine chaque ligne de cette dépense avant qu'elle ne soit engagée? Ce test tient en une phrase simple à poser à n'importe quel programme fédéral d'ampleur. Qui a lu ce budget avant qu'il ne devienne réel et avec quel pouvoir de le corriger? Si la réponse est oui, même via un raccourci procédural inhabituel, l'accélération reste défendable, elle a juste changé de porte. Sinon, la vitesse a un prix qu'on ne découvrira que plus tard, comme en 1946. Le repère le plus simple, pour un contribuable ou un citoyen tech curieux, reste celui du système de freins habituel. Un budget qui grossit de 24 000% en 1 an mérite, au minimum, l'équivalent de ce qu'a produit le scandale Manhattan après coup, une structure de vérification indépendante, capable de dire dans 5 ans si l'argent a financé une vraie capacité militaire ou surtout des contrats mal négociés dans la précipitation. Rien, à ce stade, ne garantit qu'un tel organe existera. La directive 30009, censée encadrer l'IA dans les armes, n'a pas été mise à jour pour ce changement d'échelle, selon les inquiétudes même relayées par Aviation Week. Du côté des industriels de la défense, enfin, 54 milliards qui arrivent d'un coup, sans les années habituelles de préparation contractuelle, créent leur propre tentation, celle de signer vite des accords dont les clauses de performance restent floues, faute de temps pour les négocier ligne par ligne, comme le ferait normalement une commission d'acquisition. Reste, pour un analyste défense, le signal à surveiller dans les prochains mois, moins le montant lui-même que la réaction du Congrès une fois le vote de réconciliation achevé. Un droit de regard renforcé sur les futurs contrats, obtenu après coup par les commissions des forces armées, montrerait que le système a absorbé le choc sans perdre le contrôle. Des communiqués d'inquiétude sans suite, comme ceux de Wicker et de Rogers jusqu'ici,
transformerait au contraire la porte de service ouverte le 29 juin en chemin normal pour tout futur programme urgent, qu'il concerne des drones, de l'intelligence artificielle ou la prochaine technologie qui prétendra ne pas pouvoir attendre. Le projet Manhattan a mis moins d'1 an à retrouver un contrôle civil après la dépense. La vraie question posée par le 29 juin n'est pas de savoir si 54 milliards suffiront à gagner la course aux drones. Elle est de savoir combien de temps il faudra cette fois pour que quelqu'un revienne compter. 13 jours ont suffi, en 1945, pour qu'un vice-président devenu président obtienne la vérité sur un budget qu'on lui avait interdit de suivre. La question ouverte pour 54 milliards de dollars de guerre autonome est de savoir si le prochain compte-rendu complet prendra 13 jours, 13 mois ou ne viendra jamais. Vous écoutiez Pentagone, le budget de la guerre autonome. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.